Voilà, qui sont avec nous aujourd'hui. Notre ami Dédé Blaise, avocat de Grand Laou, qui est là. Député de Grand Laou, qui est une partie de moi, parce que voilà, c'est une ville que je connais très bien. Sans oublier notre député, l'honorable Simon O, qui est donc le président. Et puis, pas la dernière personne, mais je ne vais pas présenter tout le monde, le haut représentant du président Thiam en France et en Asie. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de zoulou, il n'est pas question de danse, mais on va être très sérieux. Vous savez, c'est un peu l'histoire du PDCI-RDA que nous avons rebâtir. Depuis 1944, où Félix Houphouët-Boigny a commencé à créer le syndicat agricole africain, jusqu'à la création du RDA en 1946 à Bamako, le PDCI-RDA fait du chemin. Vous avez en mémoire l'arrestation des femmes qui ont marché sur Grand Bassin en 1949 pour chercher à libérer leurs époux emprisonnés, jusqu'à 1950, avec François Mitterrand, on baisse un peu pour que le PDCI-RDA puisse respirer parce qu'il fallait faire des contrôles. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir notre champion. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se passer d'un être de cette envergure? Est-ce que peut se passer de William Thiam? Nous avons tous appris. Alors, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de turbulences. Mais avec le président Cheikh William Thiam, les turbulences n'existent pas. Ce n'est que dans la tête. Et vous avez vu comment en 72 heures d'une démission, il est passé à une élection extraordinaire. De 96%, il passe à 99,97%. Je ne vais présenter l'ordre, puisque vous le connaissez déjà. Mais aujourd'hui, c'est lui qui aura la parole. Pourquoi? Parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, je me réjouis que la Côte d'Ivoire soit représentée, tout en miniature. Nous allons donc commencer notre cérémonie par honorer notre pays pour chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Nous allons nous lever. Je vais l'entendre et vous me suivez. Salut aux terres de l'espérance. FGC, ici représenté par... On est déjà dans la danse avec ce type
national là, je pense que ça nous donne vraiment l'entrain, ça nous donne l'engouement, la volonté de pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour cela que nous appelons au dialogue dans notre pays. Pour que 2025 soit une année de paix. Je vais vous demander de vous rasseoir, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de vous être déplacé dans si grand nombre. Et je suis très heureux parce que il y a qu'hier que le président a lancé le message et vous voyez depuis plus de 2 heures, vous êtes dans cette salle pour l'attendre. Je voudrais que vous vous applaudissiez vous-même. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à notre champion, le président, notre sœur Irma aussi, que nous avons oublié. Bien sûr, Irma, elle est là, c'est vrai. J'ai dit ouvrière de cet événement, j'aimerais que vous l'applaudissiez. Et puis, avant que le président ne parle quand même une des doyennes, je ne vais pas quand même l'omettre, il s'agit de Madame Roy. Toujours là. Voilà. Voilà, merci. Vraiment, les personnes que je n'ai pas citées, veuillez m'excuser. Je sais que vous êtes des personnes de valeur. Merci à vous de votre présence. On vous reconnaît. Monsieur le Président, c'est à vous. Les micros, ils sont pas, ils passent pas. Je vais pas prendre le micro. On a des problèmes de micro. Est-ce que tout le monde on n'a pas de trépied. Ou alors peut-être essayer de tenir. Voilà. Et là, ça va. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne vais pas citer toutes les personnalités présentes, il y en a trop. Donc tous en vos rangs, grades et qualités. Je vous salue. Et surtout, je vous salue, vous tous qui êtes venus avec moins de 24 heures de délai, aussi nombreux ce soir. Très heureux de vous voir. Alors, j'ai demandé à vous voir. Vous savez, on a eu la nouvelle de 4 juin qui n'était pas vraiment une surprise. Je reviendrai là-dessus. Que donc je ne suis plus sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Je vais laisser passer quelques jours. Vu que j'ai fait une déclaration le jour même, je ne voulais pas m'exprimer à chaud. Maintenant, quelques jours ont passé. La poussière est un peu retombée. Je voulais vous parler et vous dire quelle est mon analyse de la situation et tracer quelques perspectives. Alors, premier message que j'ai pour vous, parce qu'on me pose la question tous les jours. Je suis en pleine forme. Yes. Je ne veux pas minimiser les choses, mais je vous assure, j'ai 62 ans. C'est loin d'être la pire situation que j'ai connue dans ma vie. Ouais. J'ai un livre qui sort au mois d'août. Sur lequel j'ai travaillé 4 ans. Ça racontera certains des épisodes de ma vie et vous verrez que j'ai tout souvent surmonté des défis, l'adversité, etc. J'ai toujours dit, je me nourris de l'adversité. Le président Fouet souvent, quand on était à Yamoussoukro, qu'il y avait une journée tranquille, il disait, mais Dieu m'a oublié. Quand il y avait une journée sans problème, il disait, Dieu m'a oublié. Voilà. Donc, moi, je suis un peu pareil. Quand ça va trop bien, en fait, je suis inquiet. Il y a des difficultés, ça me... Et je reviendrai aussi là-dessus, mais ça me confirme, en fait, qu'on est sur le bon chemin. Il y a deux choses
c'est la vigueur avec laquelle on chante, soit l'hymne du PDC ou soit l'hymne de la Côte d'Ivoire. Et là-dessus, vous avez eu 20 sur 20 aujourd'hui. Vraiment. Et je n'arrive jamais jusqu'à la fin sans être ému. Il y a un moment où je chante et puis les mots me sortent. Donc, avec les fiers artisans, les fiers Ivoiriens de pays, nous appellent ça difficile. Toujours. Mais c'est bon signe, c'est parce que c'est l'émotion qu'on ressent pour notre pays. Peut-être un jour Dieu me permettra de demander à certains de ceux qui me disent que je ne suis pas ivoirien de chanter l'hymne national avec moi. On verra qui est ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Avant de savoir lire et écrire, je connaissais l'hymne. J'avais 4 ans, mes frères et sœurs m'ont obligé, et chaque fois qu'il y avait des invités, ils me faisaient chanter l'hymne national. Je savais ni lire ni écrire. Donc je connaissais l'hymne avant d'apprendre à lire et écrire. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je vais parler d'autres choses. Je vais parler du bilan de ceux qui nous gouvernent actuellement. Je pense que c'est le point de départ. Et c'est le sujet dont nous ne devons jamais parler. Mon passeport, mon père, ma mère, les décrets, ça les intéresse. Ça fait 15 ans que vous gouvernez. Parlons de votre bilan. Laissez la nationalité de Fidel faire un peu de côté. Donc on va commencer par ça. Quelque chose à dire là-dessus. Après, je vais me permettre de dévier d'une ligne que j'ai toujours adoptée, qui n'est pas de répondre à certains propos, mais vous devez répondre. Parce que même la patience a ses limites. Et ensuite, je parlerai des élections. En troisième temps. Peut-être que je vais parler plus longtemps que d'habitude, mais je pense que c'est important. Donc, commençons par le bilan. 15 ans. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand on a été marié avec quelqu'un pendant 15 ans, on s'est fait une relativement bonne idée de cette personne. C'est un bon époux, une bonne épouse. Donc, après 15 ans, c'est légitime de dire en faisant le bilan. Après 3 ans, 4 ans, tu sais, les prédécesseurs, même 10 ans, mais 15 ans vraiment, on doit être entièrement redevable et responsable du bilan qu'on a face à soi. Quand je suis arrivé, que j'ai été élu, j'ai adopté un ton relativement constructif. Et j'ai dit, effectivement, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Moi, je respecte tous les Ivoiriens, qu'ils soient RHDP, RDR, PPACI, vous savez, le projet, le MGC, merci de peut-être joindre nous. Tout le monde les applaudisse. J'ai dit ça quand je suis allé au Guinée, ça a été très important. J'ai dit, moi, quand je regarde la salle, je ne vois que des Ivoiriens. Ça, c'est mon état d'esprit que je me trouve. Ici, au Guinée, je vois que des Ivoiriens. Et c'est un état d'esprit qui est important. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne va jamais se réjouir que la Côte d'Ivoire ait des difficultés. On n'a qu'un seul pays. Que ce soit le RHDP qui gouverne, ou qui que soit, je souhaite leur succès. Parce qu'on ne doit pas souhaiter l'échec de la communauté à laquelle on appartient. Donc, effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires, d'agents d'État qui sont RHDP, qui ont travaillé pendant 15 ans et ils ont réalisé des choses pour pas le dire. Maintenant, moi, là où je commence à avoir un problème avec eux, c'est que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et le manque d'humilité, qui fait que ce n'est pas possible, ce n'est pas audible pour eux. De dire, oui, d'accord, vous avez fait tout ça, mais, dès que vous dites le mais, la guerre commence. Mais tout l'intérêt de la vie, il est dans le mais. Et dans ce qui suit après le mais, c'est comme ça qu'on avance dans l'autosatisfaction. On ne peut rien faire de positif. Donc oui, ils ont fait des choses, mais pour moi, le principal échec, le principal point négatif pour eux, est sur le plan des valeurs. Là où quand je regarde l'évolution du pays, pendant 20 ans, on me reproche assez que j'ai passé à l'extérieur, là où je ne vois pas une amélioration, mais au contraire une détérioration sur le plan des valeurs. Et un pays ne vaut que par ses valeurs. Pas par les routes, pas par les infrastructures. Il ne vaut que par ses valeurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Je vais commencer par ça, c'est les atteintes aux droits de l'homme. Pour moi, c'est vraiment important. La liberté d'aller et de venir, la liberté de parler,
Moi, j'ai grandi, peut-être je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, mais j'ai grandi à une époque où il y avait ce qu'on appelle le Conseil national. Où je vois le président Fabien s'asseoir au palais. Centaines d'Ivoiriens de toutes les catégories socio-professionnelles. Et je vous assure, quoi qu'on dise, chacun pouvait se lever et lui dire ce qu'il voulait. On a entendu ces jours-là des choses. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ça. C'est un petit peu. Ça n'a jamais empêché la Côte d'Ivoire de fonctionner, ça n'a pas empêché Abidjan d'être appelé Petit Paris, ça n'a pas empêché tous les Ivoiriens de Vous demandez quelle chose. parce que c'était quelqu'un qui pouvait toujours, à la limite, me faire des reproches, de faire des suggestions, malgré tout ce qu'il avait quand même déjà. Donc, la liberté d'expression, pour moi, c'est très important. Quand je vois, et je pense que vous avez vu, mais j'ai demandé quelques éléments audiovisuels, je ne sais pas s'ils sont faits. Oui, exactement. Un peu l'élément sur la petite fille. Bon. Vous savez, c'est la fille de cet enseignant syndicaliste qui a organisé une grève légale, qui a été trouvée chez elle et brutalisée. Donc, ils ont tapé à la fenêtre. J'ai pas entendu aussi. Donc, ils ont fait sortir d'un mail. Et puis, ils m'ont dit c'est la police. Maintenant, je suis paniquée. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Je suis passée. Ah, papa, c'est la police. Maintenant, il y avait peur qu'ils attrapent mon papa. Donc, j'ai fermé la porte de la chambre. Ils ont défoncé la porte du salon. Ils ont défoncé. Donc, ils étaient venus au civil. Maintenant, il y avait eux qui étaient masqués. Ils avaient porté un t-shirt entre eux. Et puis, il avait une arme ici, comme ça. Maintenant, les autres, là, ils ont défoncé cette porte-là aussi. Et puis, ils sont rentrés, ils ont dit, le papa n'a pas se lever. Il s'est habillé. Sa puce et sa carte d'identité. Maintenant, il a pris sa carte. Ma maman leur a dit, vous pouvez me montrer votre carte, s'il vous plaît. Ils ont laissé la carte. Ils ne vont pas bien montrer. Maintenant, ma maman leur a dit, pourquoi vous renversez la carte là? Il a dit, tu veux les montrer bien. Et puis, il a mis ça dans sa poche. Ils sont partis avec mon papa. Et puis après, ils sont revenus une seconde fois. Ils sont venus prendre les fiches de MEDD et puis le téléphone de ma maman ainsi que mon téléphone. Et puis, on voulait sortir. Ils nous ont dit de ne pas sortir. Ils ont dit que si on sort, ils vont tirer sur nous. Donc, on était effrayés. Et puis, la maison était saccagée. Et puis, après... Pardon? C'est lamentable. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est vraiment inacceptable. Le bon sang. Après ça, on fait des discours sur l'état de droit, la démocratie, la paix, la réconciliation. J'ai vu un juriste, il me disait que lui est devenu oufetiste parce qu'il faisait des grèves au campus, etc. Et puis un jour, la police est arrivée, ils ont eu peur. Ils pensaient qu'on venait les arrêter. Le policier dit non, le président veut vous voir. Et ils ont mené à Popovici au feu qui leur a fait une leçon de 3 heures sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils sont repartis en applaudissant, ils ont arrêté la grève. Il y a ça, il y a cette manière de gouverner, il y a ça. Il faut que ça cesse. Ça suffit! Merci. Comme le président m'a dit, trop c'est trop. On ne peut pas être là et dire moi ça ne me regarde pas, pour moi ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas être un pays où des filles de 12 ans sont molestées par la police, en fait. En 2025. Où on traite des gens qui essaient juste de... Moi, je suis désolé, j'ai présenté, mais c'est vrai. J'ai toujours le droit de la faire des syndicats. Partout où j'ai travaillé. Ce sont des syndicalistes. Ils ont un rôle légitime à jouer.
pas arrêter quelqu'un parce qu'il demande qu'on améliore les conditions de ceux qui le. Non, vous voyez, comment ça s'appelait le syndicat agricole. Un syndicat. Alors, on a vu que les syndicalistes avaient une réunion au ministère de l'Éducation. On n'a jamais vu ça, mais ils sortent de la réunion, on les arrête. Une association de consommateurs écrit à la CI en demandant où sont les fichiers des électeurs. On a dit venez à la CI pour une division, ils vont à la réunion, la police et la on les arrête. Les jeunes journalistes qui vont manifester contre la vie chère en t-shirt blanc, voilà le degré de violence qu'ils ont dit. En t-shirt blanc. On les appelle, on leur dit non, c'est bien, votre organisation va être réglée le mercredi, le jeudi soir c'est interdit, vendredi matin ils vont pour calmer les gens, on les arrête. Condamnés. Les peines de prison. Le petit Macron, influenceur, enfin, quel mal il peut faire? Moi je dis, qu'est-ce que Valérie Yacoub n'a pas dit sur moi? Je l'ai gracié. J'ai levé toutes ces sanctions. Et alors, quand ça me fait, ça ne me diminue pas. Allez s'en prendre à des gens parce que. Après, si l'être humain ne peut pas exprimer un peu de frustration, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, Macron, qu'est-ce que Macron est en prison? Qu'est-ce qu'il fait? Il parle sur Internet. Essayez de parler, quel mal ça fait à tout ça. Donc, tout ça, quand je dis, bon, je ne pas là de me charger du protocole N. Il a reçu un appel de menace par rapport à son fils, lui disant que on sait où ton fils va à l'école. Quel crime elle a commis? Elle travaille pour moi, est-ce que je suis criminel? Donc on menace son fils de mort, on a porté plainte. Non, Bredouille, à chaque fois qu'il est là, je lui demande de raconter sa visite de la police. Il est porte-parole du PDC, c'est un parti légal, légitime. Il fait ses conférences de masse, on le convoque à la police. Donc, je vais parler d'ordonnance sur la société civile. Je pense que ceux d'entre vous qui suivent un peu les manifestations, les évêques, les églises évangéliques là-dessus, une restriction. Donc, sous ce thème de, on appelle vraiment les atteintes aux libertés fondamentales, les atteintes aux droits de l'homme, c'est important. Mon frère d'Assise quitte la Côte d'Ivoire, on l'arrête. Ça, on dit que c'est une erreur. Pourquoi M. Thiam ne revient pas? Vous avez mon frère. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on fasse comprendre que ce n'est pas acceptable, cette manière de faire les choses. Ce n'est pas acceptable, en tout cas le président n'est pas prêt à accepter ça à 50%. Pardon, innocent, bien sûr. Non, bien sûr. C'est tellement récent, j'ai passé tout mon histoire. Innocent, vous savez, c'est le président de la JPDC. Je vais revenir là-dessus, après je vais parler du CNT. Mais au départ, c'est parti d'un post sur Facebook, au sujet d'un certain Wilfried, qui d'ailleurs a retiré sa plainte, ça s'est retourné maintenant. Comment on parlait encore, quand la justice ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes otages. Là, il y a des gens au PDCI qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais je l'avais dit, mais ils disent qu'ils n'ont toute l'affaire Valérie Yacoub, c'est parce que rien pour nous. Moi j'avais dit, ne prenez aucune sanction, je l'ai dit pour les clients, et ne prenez aucune sanction, leur but c'est de nous emmener au tribunal. C'est tout. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et c'est par les journaux que j'ai appris qu'on avait signifié à Valérie Yacoub la décision, la concernant ce que j'avais en tête. Et à partir de là, c'est fini, on a ajouté le voile dedans. Donc on nous fait chanter. On ne peut pas faire fonctionner le parti parce que ces gens-là sont de mèche avec le pouvoir, avec l'administration. Et si on fait quoi que ce soit, on va se retrouver dans les tribunaux et on va faire. Ils disent qu'ils n'entendent rien. On peut revenir là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on peut faire. Quand on vient de passer ça, on va revenir de cause, et que la personne va être arrêtée, etc. On a lieu normalement la liberté d'expression. Donc, il y a d'autres thèmes, je vais passer pour la famille, j'ai parlé de développement humain, de capital humain, beaucoup des fois qu'on a dans la santé, dans l'éducation, tout ça. Donc, ça, c'est significatif de la manière dont ce régime fonctionne.
parce que j'ai introduit l'IDH à Soubré en juin 2024. Donc, il y a même un ministre de la République qui s'est permis de dire l'IDH, on s'en fout. C'était là, ils ont fait la Côte d'Ivoire. Donc, l'IDH, espérance de vie. L'espérance de vie, on s'en fout. Niveau d'éducation. Le niveau d'éducation, on s'en fout. Et ensuite, c'est pouvoir d'achat, c'est des choses qui sont dans l'IDH. Et puis bon, subitement, on a fait pression, jusqu'à l'IDH. C'est un peu amélioré. Et subitement, maintenant, l'IDH passe à la date. Oui, il veut passer. Ouais, les gens disent qu'ils n'entendent pas. Toi, t'es calé, tu peux plus bouger. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas ça. Je peux bouger ça. Comme j'ai dit, papa, j'étais avant-dernier. C'est pas fait ça. Si on se compare à des pays comparables, etc. Et les gens disent qu'ils n'entendent pas là. J'ai regardé le Ghana, 143e, Kenya 143e, Congo 138e. Cameroun. Ils sont nettement devant nous. Et je vous rappelle que quand j'étais au CI, j'ai cherché du pouvoir en 99, on était 125. Alors on n'a jamais vu. Tous les outils qu'on était chassés, ils allaient faire mieux. Ils sont venus à 172, 166, 150, 125e de l'ONU. On a été ça très bien. Le pays africain, jamais investi. Donc, ce sont des gens qui sont restés. Ils ont pas. Le débat avec les gens qui sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Quand on dit IDH, quand ça les arrange, quand ça les arrange pas, c'est pas sérieux. C'est ça que j'appelle de pas être sérieux. Ça c'est un sujet important, on en parle avec sérieux. Ça c'est un sujet pas important, mais les Anglais disent c'est pas possible d'avoir son gâteau et de le manger en même temps. Et c'est un peu ça, on veut avoir tout. Les choses qui sont bonnes. Ça, c'est la chose, c'est pas important. Mais quand on vit dans le mensonge, on peut tout dire. Lundi, c'est important, lundi, c'est pas important, lundi, c'est important, lundi, c'est pas important. Ça, c'est une vie de mensonge. Je parlais aussi récemment de VEDEM. VEDEM, c'est un organisme qui est financé par les Wallenberg. Les Wallenberg, c'est la famille la plus riche de Suède. On a dit. Donc, ils font cette étude chaque année et ils classent les pays au niveau de la démocratie. Actuellement, la Côte d'Ivoire est classée comme une autocratie électorale. Je vous lis la définition parce que c'est comme un portrait de vous. Je cite, j'ouvre les guillemets, un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. C'est exactement ça. Et sur la base de cet indice, la Côte d'Ivoire est classée 107e. On dirait qu'on est bien au-delà de 100. 107e sur 179. Loin derrière le Ghana, 50e. Le Sénégal, 69e. Et le Libéria, 78e. Libéria. Quand il va tomber. Et j'ai dit, une fois, certains d'entre vous, j'ai dit qu'il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Oui. Non, mais le livre fait traiter le gouvernement, les autorités d'idiots. Je dis vraiment, on ne parle pas de eux. Ils ont des oreilles, mais ça ne passe pas. J'ai dit. Il est très. Il ne faut pas prendre des Ivoiriens pour des idiots. Comment quelqu'un peut se sentir insulté par ça? Parce qu'ils sont vraiment. C'est des moutons. C'est des moutons, donc. Moi, je ne vous parle jamais. Je vous parle, donc je parle à ma société, je parle. Je ne crois jamais qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a juste des choses qui sont mal expliquées. Mais si on explique bien, ceux qui se conçoivent bien, c'est non seulement.
tout dans le prix de beaucoup. Quand l'expression est confuse, c'est que la pensée est confuse. Quand la pensée est claire, l'expression est claire. Donc, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Donc, on ne peut pas leur dire, quand on est 107e, quand on est dit c'est bien. On ne peut pas leur dire, quand on a 59 ans d'espérance de vie, que c'est bien. C'est ça que j'appelle prendre le temps pour les idiots. Bon. Dieu merci. Alors, j'ai amené donc des définitions aujourd'hui. Je vous ai lu le VDM. J'ai une autre définition. Alors, un kleptocrate. Définition de kleptocrate. Un kleptocrate est un dirigeant ou un fonctionnaire qui utilise son pouvoir pour voler de l'argent ou des ressources à des fins personnelles. Les kleptocrates exploitent leur autorité pour s'enrichir par la corruption. Ils peuvent détourner des fonds publics, solliciter des pots de vin ou manipuler des contrats gouvernementaux à des fins personnelles. Ce qui constitue la kleptocratie. Donc, il y a un problème effectivement à ce niveau, mais c'est pas de parler des valeurs. Parler des valeurs. Quand on a parlé d'idéal, j'ai donné la différence entre le rang de la Côte d'Ivoire en niveau de richesse et le rang en développement humain. Normalement, les deux doivent être plus ou moins comparables. Pour nous, c'était 135e et à l'époque, 166e. Ça veut dire que le peu que vous avez, vous l'utilisez tellement mal que vous vous retrouvez dans les profondeurs du placement. Et en général, l'explication de ça, c'est la mauvaise utilisation des fonds publics. Donc, la corruption, c'est un problème. Vous avez vu, j'ai parlé des projets hors budget, hors délai. Tout cet argent, c'est de l'argent qui part en fumée, qui ne va pas construire les centres de santé. On a donné l'exemple du 4e plan qui a coûté 113 milliards ou 77 milliards. Ça fait 13 plus 30, 23, 36, 48% de déplacement. Et on a calculé, je crois que c'est Bonomie qui a fait le calcul, ça pouvait faire 350 centres de santé, rien que les dépassements. Donc, la corruption n'est pas un crime sans victime. Ce que vous trouvez en déficit d'espérance de vie dans des années qui manquent, sont des morts. Ce sont des enfants qui meurent en bas âge inutilement. Ce sont des gens qui meurent du fait de ne pas avoir accès à des infrastructures de santé. Ce sont des gens qui meurent du fait qu'il n'y a pas de personnel, donc même dans les infrastructures de santé ou de médicaments, où on n'a pas assez d'argent pour payer. Il y a la CMU, qui est une bonne idée. Vraiment, l'assurance universelle, moi, c'est quelque chose que je pousserais dans notre programme. C'est quelque chose que j'ai fait en Asie, dans beaucoup de pays, en Indonésie, etc. Ça marche, mais il faut bien le faire. Donc, ça a été mal fait. Et donc, on se retrouve avec des problèmes. Vous avez vu que le GAFI, qui est l'organisme qui casse les pays, en termes de blanchiment de capitaux, blanchiment d'argent, corruption, etc., après nous avoir menacé pendant plusieurs années, nous a finalement fait passer en octobre 2024 sur la liste grise. Bon, la liste grise, c'est pas un bon endroit parce que c'est ce qui précède la liste noire. Bon, je n'ai pas voulu voir tout ce qui est négatif. Une chose a changé. Pour l'instant, c'est la liste noire. Donc, une fois que vous êtes sur la liste noire, votre liberté de faire des transactions est très limitée. Et on est rentré sur la liste grise avec l'Algérie, le Liban et des pays comme ça. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Une fois de plus. Donc c'est ça, je dis, moi souvent je crois qu'il dit je suis arrogant, c'est des choses qui sont contre moi. Ouais. Bon, chacun peut se faire une opinion. Moi je pense surtout je dis la vérité. Voilà. Et ils n'ont pas assez d'humilité pour accepter simplement qu'on leur dise ce qui est. Et quand vous leur dites ce qui est, ils disent vous êtes arrogant. Bon. Mentir c'est mal. Voilà. Non, vraiment, merci. Je dis toujours ça, même au PDC. J'en ai attrapé
Mais vous devez être en train de lire mon papier parce que après j'ai écrit menteur et voleur. C'est vrai, j'ai écrit menteur et voleur. Parce que j'ai parlé du mensonge, j'ai parlé du vol. Donc menteur et voleur. Et donc parfois, on va dire oui que j'ai insulté les institutions, je ne sais quoi encore. Mais je ne parle que de fait. Je ne fais d'attaque contre personne. Je parle de fait. Et je n'en parle pas juste pour parler, j'en parle parce que c'est le moyen d'arriver à améliorer le sort des Ivoiriens. Je ne sais pas comment on peut améliorer un problème si on ne reconnaît pas son existence. Les gens qui vivent une espèce de rêve, ils ne peuvent jamais résoudre les problèmes. Parce que si on nie un problème, il n'y a aucune chance qu'on s'y attaque. Or, souvent, ce à quoi on fait face, c'est que nous, on soulève un problème, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Pas vrai, ça n'existe pas, donc ce ne sera jamais traité. Donc, je pense que parfois, notre crime, c'est que nous reproche de devoir les empêcher de voler en paix. Il y a un nouveau crime dans le code civil. Empêcheur de voler en paix. On n'a plus des empêcheurs de voler en paix. On en parle, il ne fait pas ça. Bon, un autre thème qui est important aussi dans le bilan, j'ai dit des problèmes. Je parlais au début des choses qui sont bien, j'ai parlé des problèmes d'ITH, de démocratie, de certains droits de l'homme, etc. Je pense quand même qu'un autre domaine où on n'a pas vraiment assez progressé, c'est la réconciliation. Quand je vois les attaques dans le sous-objet, sur une certaine chaîne, par certains individus, tous les dimanches soirs, vous savez, j'ai toujours une attitude par rapport à j'ai une seule chose. Quand il me... Et je l'utilise quand je les vois. D'abord, le monsieur en question, je ne savais même pas qui il était. Et il a fait un selfie avec moi. Moi, je dis toujours oui. Une selfie, je vais faire un selfie. Et c'est ma soeur qui m'a dit, mais c'est tout là, il y a tel, je sais pas, il t'insulte tous les dimanches. Je ne regarde pas ces choses-là. Je ne regarde pas ces choses-là. Moi, je suis un homme là-dessus. Vraiment, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et donc, ma petite vengeance vis-à-vis de ces gens quand je les rencontre, c'est que, bien oui, mais on dit que vous écrivez beaucoup sur moi, mais je dois dire que je n'ai jamais vu ça de vos articles. Et c'est la vérité, je dégonfle complètement. Parce que c'est. Nous, on est là pour essayer de proposer des idées qui montrer qu'on peut de réaliser et avancer cette histoire-là. Bon, quand je parle de réconciliation, c'est un certain temps. On ne va pas parler d'un côté de réconciliation et d'un autre côté d'avoir que l'injure. Bon, moi, peut-être, le pire que je fais, c'est que je fais des plaisanteries. Ça, les gens qui se prennent au sérieux, ils n'aiment pas qu'on rit. Mais le pire que je fais, c'est que je fais des plaisanteries, les gens rigolent, et puis le message passe. Mais je n'insulte jamais. Je ne traite jamais les gens de ceci ou de cela, je fais des choses. Mais cette violence verbale, on ne peut pas séparer la violence verbale de la violence physique. Parce que l'une des antichambres de l'autre, c'est la pièce qui précède le passage à l'acte physique. Et il y a un niveau dans les journaux, dans les discours de violence verbale que moi je n'accepte pas. Et on ne peut pas parler de réconciliation sincèrement quand on autorise ce type de dérapage et ce type de violence. Quand je vois un ministre de la République insulter ma famille, insulter ma mère, bon, au point que son peuple s'est senti obligé de venir s'excuser. Parce qu'il appartient à un certain peuple. Les chefs sont venus me dire, on demande pardon pour notre fils. Et qu'on a écrit à ce parti, en demandant des excuses, rien. C'est inadmissible. 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 Et jusqu'à mettre en doute la généalogie de ma mère. Enfin, même si on est de plus fort. Il y a des limites. Mais c'est ça, ils n'ont pas de limites. Ça reste pas la honte. Et en plus, ils n'ont que l'injure à la bouche. C'est eux qui offensent. Et ensuite, ils vous injurient. Après, vous avez offensé. Donc, tout ça, c'est pas bien.
La xénophobie, c'est pas bien. Les mêmes qui se plaignent de trucs, quand ça leur plaît, oui, mais tiens, il n'y a pas de tiers en Côte d'Ivoire, mais eux se plaignent de la xénophobie. Et eux se disent victimes de discrimination. Mais ça ne les gêne pas de faire des commentaires sur le fait que je m'appelle Thiam. Bon, non, mémoire sélective. Mon père, oui, s'appelle Thiam, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1947. Il avait 24 ans. Il a servi au feu Boigny jusqu'à la mort du feu Boigny en 1993, pas 3 ans. 46 ans. Il a grandi auprès de lui jusqu'à ce qu'il soit un peu vieil. Et il était très fier de ça. Bon. Bref. Enfin. C'est malheureux. Donc, je dis, les gens, ils sont arrivés. Je disais ça un journaliste aujourd'hui. Leur plateforme pour arriver au pouvoir, c'était la lutte contre les discriminations. Ça, c'est un combat que je partage. Je suis contre les discriminations sous toutes leurs formes. Mais, sous ce couvert, ils ont pratiqué l'exclusion ou la discrimination eux-mêmes à grande échelle. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Et dès qu'on essaie de dire ça, on vous traite de vous-même d'exclusionniste. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'à la fin, c'est pas ça qui va amener la réconciliation. Moi, je prône l'égalité des chances. L'égalité des chances. C'est quelque chose qui est mesurable, objectivement. On peut voir que, on peut regarder le taux de passage, je sais pas moi, du CE1 au CE2, des CP1, on peut aller par région, on peut regarder le taux de succès des femmes, etc. Ça, ce sont des choses qui sont le taux d'enrôlement des filles à l'école, qui est très bas dans la bas. On peut regarder, on peut dire, bon voilà, là il faut un programme parce qu'il faut que les petites filles qui sont nées à Doropo aient les mêmes chances que les petites filles qui sont nées à Boissou ou là-bas à Tabo. Bon, ça c'est des choses. Mais parler comme ça, juste en général, de rattrapage et tout, ça ne veut rien dire. Il faut travailler. Moi je suis pour l'égalité, mais il faut travailler sur des choses qui sont mesurables et donc non contestables. Parce que tout le monde pourra comprendre que bon, ben, si les filles vont moins à l'école dans cette région, c'est pas bien. Donc, effectivement, l'État peut mettre plus de ressources là. Personne ne dit ça. Donc, il faut sortir un peu de ces débats-là qui divisent. Moi, vous allez toujours dire que je suis contre tout ce qui divise. Sortir de ces débats qui divisent et essayer de créer des consensus et donc d'avancer ensemble. Parce que ça, c'est un commentaire personnel. Je suis vraiment fatigué de recevoir des leçons de feuillisme de gens qui n'ont jamais rencontré. Tous les 2 jours. Tu as trahi l'esprit bouffé. Je n'ai jamais vu. Non, ils ont des culots. Ils ont des culots. Non, ma soeur n'est pas là. On a grandi à table, on écoutait. Même si on est bête, on a recueilli quelques petites choses. Bon, en tout cas, alors politique, dans la sous-région, est tout le contraire de l'euphotisme. Nous, quand on était petits, on voyait défiler Yameogo, on voyait défiler Oudada, on voyait défiler Modibo Keïta, on voyait défiler Amani Diori, on voyait les Assous, on voyait tout ça dans les affaires. Il y avait le conseil de l'entente. Le conseil de l'entente. Il fallait s'entendre avec ces voisins. Le conseil de l'entente. Qu'est-ce qu'il reste de ça? Que des conflits pas. C'est ça qu'on se dit l'euphotisme. C'est quel l'euphotisme? C'est au point qu'il a dit qu'un pays ne doit pas aspirer à être une oasis dans le désert. Bon, moi j'ai toujours ajouté, parce qu'en général c'est le désert qui meurt. Donc on a dit dans le programme du PDCI, Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Donc il y a du travail. Quand on disait non, nos relations vont très bien avec tout le monde, mais ce n'est pas l'impression qu'on a. C'est pas l'impression qu'on a. Et quand vous regardez sur cette histoire de sous-région, c'est un point important vraiment. Il y a la sous-région est vraiment menacée. La paix dans la sous-région est menacée. Si vous regardez, il y a le Libéria, il y a la Guinée qui a eu un coup d'État, il y a le Mali qui a eu un coup d'État, il y a le Burkina Faso qui a eu un coup d'État, il y a le Niger qui a eu un coup d'État, il y a le Ghana, bon, qui a fait sa transition démocratique. Mais vraiment, un basculement de la Côte d'Ivoire aurait des conséquences incalculables pour la sous-région. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Et je veux quand même faire observer une chose. Je vais revenir aussi là-dessus. Il y a une confusion. Les gens pensent souvent que continuité et stabilité, c'est la même chose. Je dis continuité n'est pas un synonyme de stabilité. Les gens ont tendance
intuitivement à penser que, parce qu'il y a continuité, il y a stabilité. Regardez ce qui s'est passé en Guinée avec Alpha Condé. Regardez ce qui s'est passé au Mali avec UPK. Regardez ce qui s'est passé au Burkina avec Compaoré. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec une alternance démocratique. Regardez ce qui s'est passé au Ghana avec une alternance démocratique. Qu'est-ce que vous préférez? Donc c'est pour ça qu'on a fait la coalition pour une alternance pacifique. C'est pour ça que je dis la garantie de la stabilité au Côte d'Ivoire, c'est une alternance. Le manque d'alternance ne pourra conduire qu'à l'instabilité. Donc, continuité, ici c'est un cas où c'est l'alternance qui conduira à la stabilité. Ce qui fera que le peuple ivoirien se reconnaîtra dans le résultat de l'élection et on ne courra pas le risque d'une aventure. Juste quelques mots sur la croissance. Bon, on parle beaucoup de croissance. 6%. Vous savez, en économie, en gros, votre PIB, il va croître au minimum autant que votre population. Une des raisons pour lesquelles l'Europe est plate comme ça au départ, c'est que la population est stable dans les croissances. Chez nous, la population croît à 3% par an. Ce qui veut dire que vraiment, sauf accident grave, votre PIB va croître de 3% par an. Maintenant, si vous raisonnez par personne, la migration par personne, il faut enlever les 3%. Parce que si votre population croît de 3% par an, et votre richesse accrue de 3% par an, chacun est juste comme avant. Cette croissance de 3% là, elle ne vaut rien. Parce qu'elle n'a amélioré en rien la position de chacun. Vous avez 3% de l'igname en plus, mais il y a 3% de bouche en plus à deux. Personne n'a plus d'igname qu'avant. Non, c'est ça. Il y avait 100 ignames chaque année, on était 100. Chacun a un igname. Voilà, 3% de croissance, on a 103 ignames. Mais il y a 3 petits bébés qui sont en igname. 103 divisé par 103 égale 1. Chacun a un igname. Donc, les 6% là, ils ne valent que 3%. Quand on fait 6% et que la population augmente de 3%, l'augmentation pour chacun n'est que de 3%. D'accord? C'est pas compliqué à comprendre. Donc, battre le tam-tam tout le temps, vous dire 6% c'est extraordinaire. Quand on a une population qui croît à 3%, c'est pas vrai. L'Europe croît à combien, en gros? 2-3%. Comment on l'appelle? Le vieux continent. Ça ne croît pas beaucoup. Donc, je veux dire que 3%, et le taux réel de croissance par personne, ce n'est pas assez, et ça ne sortira jamais personne de la pauvreté. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi, malgré les performances économiques célébrées, après 10 ans, la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment mieux qu'avant, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, après, on réfléchira aux manières de faire plus, aussi à des manières de faire plus. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Asie, les pays asiatiques sont arrivés à générer plus que ça sur la longue durée. Mais pour ça, il faut... Non, il y a un problème. On vous entend? Ok. Bien.
J'aime les gens. Je pense que si on n'aime pas les gens, on ne va pas faire de politique. Il y a toutes sortes de personnalités. C'est tout. Si on n'aime pas parler les gens, on n'aime pas parler avec les gens, je sais que c'est autre chose. Moi, ça m'intéresse. J'aime ça, j'en profite. Vraiment, je vois aussi là, je donne des idées. Vraiment, j'aime ça, le dialogue. Donc, pour revenir à la croissance, 6% égale 3%. Pas qu'on les abuse. 6% ça vaut 3%. Bon. Alors ça c'est un autre sujet, la démographie, parce qu'il faut aussi qu'on aide les femmes à faire que notre démographie là se ralentisse. Que chacun ait peut-être moins d'enfants, mais qu'elle puisse mieux s'en occuper, et mieux les élever et leur donner un avenir. Voilà. Et qu'il y en ait moins qui meurent. Toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut traiter également. Bon, donc la croissance, une des choses, c'est les investisseurs, et j'en parle beaucoup, mais il faut vraiment faire que les entreprises ivoiriennes puissent réussir. Il y a vraiment toujours cette obsession, même des journalistes, mais d'où va venir l'argent? Mais qui va venir? Mais vous-même, moi je crois vraiment ce que les Américains ne savent faire, c'est des soi-même. Ok? Il faut d'abord créer un environnement où les petites entreprises locales peuvent réussir. Plus les petites entreprises locales réussissent, plus vous allez voir des gens qui vont venir s'installer là. Moi, j'ai amené, quand j'étais patron de Prudential, on a ouvert un certain nombre de nouveaux marchés. J'ai ouvert au Myanmar, on a signé au Birmanie, non, j'ai ouvert au Ghana. Prudential n'était pas du tout en Afrique. On m'avait nommé PDG, et j'ai mis 3 ans à convaincre le conseil d'administration d'accepter d'investir au Ghana. Parce que, quand le groupe international regarde comme ça, les marchés, on se dit, la première question c'est mais comment se portent les entreprises locales? Je dis, c'est comme si vous êtes un explorateur d'un film, vous arrivez sur une planète, vous avez votre scaphandre, avant d'enlever votre scaphandre, vous allez regarder s'il y a la vie sur cette planète. S'il n'y a rien, vous allez garder votre scaphandre, vous montez dans votre fusée. C'est tout. Si les entreprises du pays, qui sont nées dans le pays, qui parlent la langue, qui connaissent tout le monde, qui connaissent les marchés, n'arrivent pas à réussir, enfin, je reformule. Les seuls qui viendront, ce sont les industries extractives. Ils se fichent pas mal de notre pays. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a sous le sous-sol. Donc même si la planète est déserte, ils peuvent venir former une grande puissance. Ou alors des choses qui sont vers l'export. Ils viennent produire chez vous, et tout ça, ça va dans les marchés de nous. Nous, on a aucun. Même les gens qui vont venir s'intéresser au marché domestique, ils ne viendront que si les entreprises nationales prospèrent. Donc ça aussi, je le dis, quand moi je serai au pouvoir, si je dois passer du temps avec les entreprises, 80% ce sera avec des entreprises ivoiriennes. Bon. Le Premier ministre David Cameron, il avait un business council dont il m'a nommé membre. On se voyait tous les 15 jours. Toute l'année. Premier ministre, ministre des Finances. On était tous là, les patrons. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, nous on a tel problème. Nous on a tel problème. Il était à notre service, il était à notre écoute. Et vraiment, ça crée un environnement. Quand il peut faire une réforme, il parle, on discute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup de choses dans la vie. Il y a le discours et puis la méthode. Le discours, c'est facile. Tout le monde veut les mêmes choses. Mais après, c'est dans l'exécution, dans la méthode, que la différence se fait. Les seules personnes qui doivent et qui peuvent créer des emplois, c'est les entreprises. Vous savez, le PDCI, c'est un parti qui est basé sur l'économie de marché. Ça, on est un parti de droite, c'est l'économie de marché, les entrepreneurs, il y en a beaucoup parmi vous. C'est le sens de l'économie, d'oxygène, c'est fait que ça fonctionne. Donc vraiment, passer du temps avec eux, parce que ça vous amène aussi à dépasser les problèmes de corruption, etc. Il faut que les entrepreneurs puissent vous dire qu'est-ce qui se passe aux impôts, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, des agents qui les reçonnent, etc. Pour puisse intervenir et traiter ces problèmes-là. Donc, il faut plus de croissance, une croissance de qualité, et qui soit générée vraiment par des entreprises nationales qui créent de la valeur, qui créent des emplois pour les jeunes ivoiriens, parce qu'on a un énorme problème de chômage. Quand on fait des sondages, vous demandez aux gens les problèmes de la Côte d'Ivoire, le premier problème, c'est le chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire est, je me dis, le deuxième pourvoyeur de jeunes qui traversent la Méditerranée sur les
Ça aussi, c'est un élément concret. Moi, je crois que si le paradis existe, je ne pense pas que les gens cherchent à s'échapper du paradis sur des bateaux. Oh, on nous dit qu'on est au paradis. Il y a des gens qui vont sur des bateaux. Qui cherche à s'enfuir du paradis? On me dit aussi qu'on est troisième en suicide. Je n'ai pas pu vérifier les chiffres qu'on m'a donnés, mais bon, tout ça c'est préoccupant. Et donc il faut que la situation s'améliore pour notre jeunesse, parce que de toute façon, c'est quand on ne traite pas ces problèmes-là qu'on fait le lit des djihadistes et de tout ça. Et la violence. Donc, il faut prendre ces problèmes-là au sérieux. Bon, voilà, ça c'était un peu sur le bilan, j'ai parlé des droits de l'homme, j'ai parlé des perspectives économiques, la démocratie, etc. Je reviendrai après sur la justice et d'autres, mais je vais répondre quand même à... J'ai dit que j'allais répondre un peu à certaines personnes. Donc, on me rapporte, je n'ai pas entendu directement, mais qu'on me menace. J'ai été menacé récemment par des personnes dans des positions de responsabilité. Bon, il y a 200 000 personnes à peu près aujourd'hui, au minimum, à Abidjan, qui n'ont pas de logement du fait de déguerpissement sauvage. Il me semble que ce sont les mêmes qui sont à l'origine de ces déguerpissements sauvages qui nous menacent et qui nous critiquent. Moi, je revenais de l'intérieur. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage à GESCO. Bien GESCO. J'étais stagiaire ingénieur, j'étais fonctionnaire de GESCO. Donc, je connais GESCO. Bien que je ne connaisse pas. On passait là, sur le route et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de troubles. Et donc, j'étais avec Brédumi, voilà, mais je suis retourné au bureau à Pino, j'ai vu Brédumi, il y avait déjà reçu à Yopougon. J'avais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne sais pas vraiment, je suis allé voir. Bon, on se retrouve là-bas. On est revenu à Yopougon, là. Et donc, je suis allé voir le directeur des stations de gendarmerie, républicain, bon voilà, je suis président du PSI, voilà, Diaoufé, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais ils ont commencé à détruire, les gens ne sont pas contents, etc. Et donc, je dis, on va aller voir les populations. Et gentiment, d'ailleurs, il dit, mais vous, d'ailleurs, je pense que les gens vous aiment bien, donc ça va vraiment les calmer. Allez les voir. Alors, on commence à marcher pour aller voir les populations, et puis, on le voit au téléphone avec quelqu'un, par quelle autorité. Et puis, ils ont commencé à tirer sur nous un coup de bombe. Là, il y a des films de conversation Internet. Mais c'est toute cette démarche. Et en fait, j'ai été le premier. Vraiment très spontanément. Après, je crois que Mme est allé, mais c'était malheureux. Les populations, les élèves qui étaient là, affectés là par l'éducation nationale, on avait détruit leur école. Donc je crois que, au lieu de dire que je me suis enfui au premier coup de Kalachnikov, que mes boubous ne sont pas comme les boubous de certains, je n'ai pas s'occuper de ça. C'est ça les vrais problèmes des citoyens. C'est nous qui avons fait le Noël pour les enfants des égarés. Un Noël, là, Noël 2024, vous allez voir dans quel état de saleté ils sont, de pauvreté. Moi, j'ai fait des déguerpissements à Noël. Quand il y a un bureau qui est là pour terminer au troisième point, on a reçu des félicitations du directeur de l'environnement de la SFI. Il est venu à Abidjan et ils nous ont cité comme projet modèle. On a discuté avec les gens, on s'est occupé d'eux. Ils ont choisi le site, on les a déplacés, 3000 personnes. Vous n'avez jamais vu ça dans les journaux. Voilà. Donc, je veux bien qu'on me critique. Mais enfin. Après ça, qu'est-ce qui paraît, on associe au Conseil national de transition, au CNT, etc. Ça peut être très clair. Je ne sais pas par où commencer. Je suis désolé, avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'étais contre cette histoire. Les témoins sont vivants et contemporains. Il y a le président Simondo qui est ici, mon frère Aziz, je les avais envoyés. Moi, quand le président m'a dit, quand j'ai dit, voilà, monsieur le président, je vous donne point d'engagement, je vais être en bien intérêt. Je vous dirai toujours ce que je pense. Je ne dis pas que j'ai toujours raison. Mais vous aurez
sincèrement ce que je pense. Je ne vais pas regarder votre figure quand vous posez une question et vous dites est-ce qu'il a envie que je dise oui ou non. Je pense ça. Je dis ce que je pense, c'est ça. Parce que le devoir qu'on a vis-à-vis d'un chef, bien le servir, c'est lui dire la vérité. Chaque fois qu'ils me demandent au PDCI, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, mais la vérité, ils connaissent la réponse, c'est standard. Je me demande, répétez la vérité. Donc, moi, je pensais que c'était une erreur. C'était une erreur. Simon est là, mon frère a dit, je vais aller voir le président, il dit, essayez de le comprendre, je ne vais pas faire ça parce que le boycott, en fait, a été efficace. Et si on va dans l'inégalité, ça ne peut que se retourner contre nous. Ils vont exploiter ça. Bon, malheureusement, on n'a pas pu convaincre. Et c'est pas ce qui s'est passé. Alors, essayez d'aller dire maintenant. Il y a Cyril Ben Simon du monde. Il est là, il est vivant. J'ai appelé le monde, j'ai tout fait. C'est une bêtise. Le président Gbagbo, on se parlait beaucoup. À l'époque, il était dans la même position qu'on était contre. Bon, ils l'ont fait. Mon nom n'est pas sur la CNT. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui, parce qu'on veut m'empêcher d'être candidat, on va déterrer une affaire avec laquelle je n'ai rien à voir, où il y a des témoins qui sont là, ça, j'étais contre. La liste est sortie, mon nom n'était pas sur la liste. Il dit c'est un peu chiste. Moi. Oui, vous pensez que les ondes de pluie, là, et puis les ont pas utilisées? Hein? Ils ont depuis un truc qui peut m'abattre, parce qu'ils sont magnanimes, ils n'ont pas utilisé. Ça fait 5 ans que ça dure cette histoire. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait une première écoute que je ne parlais plus au président vidéo téléphone. Je passais par Simon et assistais dans le système de communication. Pendant des années, ça a été comme ça. Ils allaient à leur groupe, il y a quelque chose qui passait à leur groupe. Donc, on ne s'est pas parlé. L'ambiance est bon, je ne sais pas comment ils ont parlé. Plus on avait pour accord qu'on ne se parlait pas. Ah oui. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que ces déguerpissements-là, les personnes que vous avez doivent des excuses à la nation. J'espère qu'ils les présenteront. Savoir détruit sans prévenir la situation, ça mérite des excuses. Alors, je ne vais pas trop répondre aux autres, de toute façon, quelque part, c'est triste. Moi, je dis, quel danger je représente pour la Côte d'Ivoire? Quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut se passer des mois? C'est gentil. Mais vraiment, je n'ai jamais, en tout cas, je pense, fait de tort à la Côte d'Ivoire. Quand on faisait le tour là, pour la RLE, j'étais ému parce que dans pas mal d'endroits, j'ai retrouvé des écoles que j'ai construites. Les centres d'électrons étaient dans des écoles primaires que j'ai construites. J'ai fait des écoles, j'ai fait des centres de santé, j'ai fait des centrales thermiques, j'ai fait des aéroports. Alors, on est en aéroport, c'est ça aussi. J'ai fait des choses. Donc, vraiment, aujourd'hui, on dirait que je suis l'ennemi public numéro 1. La plus grande menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends pas en quoi je veux nuire à la Côte d'Ivoire pour me placarder sur tous les jours, on m'injurie du matin au soir, au matin. Je ne vais jamais. Moi, je n'ai pas de sang d'ivoirien sur moi. Et c'est à dessein, et c'est le résultat d'une stratégie et de décisions que j'ai prises. On me le reproche, je suis parti, et je l'ai dit, parce que j'étais face à des gens qui considèrent que la violence est un moyen légitime d'action politique. Cette phrase, dans toutes mes expériences, j'ai toujours répété ça. Que je ne veux pas être mêlé à de la violence. C'est un choix. Maintenant, ceux qui ont commis cette violence-là, aujourd'hui, comment dire ça? Je crois les Ivoiriens, et j'ai toujours dit, mon fils est là, il est monté, moi j'ai toujours dit que moi, je ne change pas. J'espère qu'un jour mon pays, mon discours n'a jamais changé. J'espère qu'un jour mon pays aimera mon discours. C'est ce que j'ai toujours dit quand il grandissait. Et que... L'expérience ferait que, à l'époque, il est trop mou, il est trop... L'expérience ferait que se rendrait compte que peut-être c'est pas de la mollesse, c'est de la sagesse. On disait, le dialogue c'est là où on est fort, c'est de la sagesse.
Oui, quand on pratique le dialogue, on peut paraître faible. Mais en fait, on est fort. Donc, ce sont ces valeurs-là que j'ai toujours voulu mettre en avant. Et donc, voilà, donc, vraiment, je ne comprends pas ce statut d'ennemi public numéro 1 que j'ai vu. Donc, on va juste regarder. On ne peut plus voler en paix. On va parler des élections. J'ai demandé à mettre, est-ce qu'on a le sondage? Je vais mettre ça. Vous savez, moi je suis l'ingénieur, donc je n'aime pas discuter d'opinion, chacun a son opinion. Au maximum, sur beaucoup de sujets, il faut avoir des faits. Donc, on fait des sondages dans des pays organisés. Et c'est pas très difficile, on fait des échantillons représentatifs. À chaque taille d'échantillon, s'il est bien composé, pour partir du recensement national, etc., prendre des sous-catégories composées, il y a un niveau de confiance et de précision qui est associé. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait par le directeur de campagne d'Obama en 2008 et en 2012. Donc c'est pas tout à fait n'importe qui. Donc il travaille comme... Et donc on a fait ce sondage le 4 avril 2025, début avril 2023. Et sur les enjeux de 750 personnes. Donc là, ce que je vous montre, c'est les résultats d'un second tour entre M. Alassane Ouattara et moi. 57-43. Est-ce que vous pensez que M. Ouattara mérite un nouveau mandat ou pas? Pour respecter la diversité d'opinion. Il y a 33% de gens, ce sont des Ivoiriens, ils ont le droit d'avoir cette opinion. Il y en a 33% qui disent oui. Il y en a 59% qui disent non. Et vous faites rire un peu, je dis les 8% là, c'est les plus. Ils disent, je ne sais pas. Tous ceux qui sont pour là, ils ont dit oui. Ceux qui disent je ne sais pas là, c'est des... Non, c'est quand même important. Deux pour un. Pour un Ivoirien qui dit oui, il y en a deux qui disent. C'est quand même clair. C'est quand même clair. On a fait des sondages à l'intérieur, à Abidjan, au coup d'âge, etc. La réponse est claire. Mais comment on s'en réfléchit? On veut dire que le peuple dans son ensemble veut quelque chose qu'il ne veut pas. On a aussi regardé Bon, en fait, ça, c'est une analyse assez classique en politique. On demande des gens qui ont une opinion favorable de vous, les gens qui ont une opinion défavorable de vous. Ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas d'opinion. En haut là-bas, vous avez le voyer, en haut là-bas. Pardon. C'est mon nom en haut, au sommet, avec plus. Ils font la différence. Ils font la différence des opinions positives et des opinions négatives. Plus 52, honnêtement, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 52% de gens de plus qui ont une opinion positive qu'une opinion négative. Donc voilà pourquoi on me tire dessus tout le temps. Parce qu'il faut casser cette opinion positive. Mais cette opinion positive, je l'ai acquise en 62 ans de vie. Les gens ne sont pas levés un matin. Il y a même des gens qui étaient à l'école avec moi, j'avais une réputation, j'ai travaillé, ils m'ont vu au travail, ils ne sont pas levés un matin et il faut penser ça demain. Bon. Alors, quand même, c'est pas. Bon, après, il y a des décisions, mais c'est vraiment le président de la là-bas. Et vous voyez le PDCI, à plus 31. Le PDCI n'a jamais été dans une position pareille dans l'opinion. On a redressé, on a vraiment amené le pays tout entier à avoir une opinion extrêmement positive du PDCI. Bon, le dernier commentaire, c'est le RH. Vous êtes en politique? Non. Quand vous êtes en négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont une opinion négative de vous qu'une opinion positive. Donc vous voyez, après 15 ans que le RFDP est en négatif, à moins 5. Donc il y a plus d'Ivoiriens qui ont une opinion négative qu'une opinion positive. Bon, après, oui, après. Mais on a rendu ces choses publiques, c'est public. Hein. On ne cache rien, on n'a rien à cacher. Ce sont des données objectives, une étude, il n'y a pas de...
Et dans le sondage, on est pour. Donc, le dernier point, c'est très intéressant, on a demandé aux Ivoiriens, dans la dernière page, ceux qui pensent des attaques sur la nationalité. Donc, il y a 68% qui sont contre, 22% qui sont pour. Donc, pour un qui est pour, il y a 3 qui sont contre. Alors, les barres orange, c'est intéressant, c'est les barres RHDP. Alors, vous verrez qu'à peu près la moitié du RHDP est contre. Donc, contre ceux qui sont en train de mettre comme un justice. Ils disent c'est pas juste. Donc, en fait, les seules personnes qui sont pour, vous voyez, toute l'opinion ivoirienne est contre. La moitié du RHDP est contre. Il y a juste une moitié du RHDP qui pense que ce qui est en train de mettre fait là, c'est une bonne chose. On va continuer. Bon. Voilà. Donc, on peut fermer là-dessus. Les élections, on ne dit pas de RLE. On a suffisamment parlé de ça. La RLE, après les élections, c'est quelque chose qui vraiment nous pose des problèmes au niveau de la crédibilité de l'élection. Et donc, comme j'ai dit, je ne pense pas être un danger pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand je suis revenu en 2022, on a effectué mon retour. On a même une vidéo. Quand on a fait mon passeport, on était content que je revienne. Je suis passé de là, d'ailleurs, j'ai donné mon sac. Les gens, je m'oblige à défouiller. Ça, c'est un passeport. Il ne voit rien. 10 janvier 2000. Donc ça, parce qu'il y a eu le régime militaire, ça c'est les militaires qui vont délivrer ce passeport. Donc même eux, ils ne vont pas dénier la qualité, ils vont rien faire le coup d'État. Depuis 1987, alors, de nouveau, on ne parle pas de la même chose. Moi, j'ai dit qu'en 1987, j'ai fait la privatisation de l'aéroport et la réhabilitation de l'aéroport. Dans mon petit esprit à moi, on ne peut privatiser que ceux qui existent. Donc, il semble que maintenant, ils disent oui, non. Il dit qu'il a construit l'aéroport. Il avait 8 ans. Je sais quel âge j'avais. Je ne parle pas de ça. Il a dit qu'on n'avait pas d'argent. L'aéroport stagnait, était surchargé. Il fallait trouver un moyen. Non, mais il m'a dit qu'on trouvait un moyen, on n'a pas d'argent pour un moyen de développer l'aéroport. Donc, on a fait la privatisation, on a fait ce que vous voyez maintenant. Avant, on marchait sur la piste, on a mis des trucs qui vont plus tard. D'ailleurs, on a prolongé, on a amélioré. Et c'est un projet modeste. Moi, je n'aime pas les projets parallèles. On a fait un projet modeste qui a été hyper rentable, qui a bien marché. Maintenant, ils sont en train de faire le doublement qu'on avait déjà fait. Ça fait quelque chose. Mais je sais pas, ce sont des gens. Qu'est-ce qui les gêne dans le fait que je dis j'ai fait telle chose, je comprends. Je ne comprends pas. Vous dites, vous avez fait les choses, ils disent, ils se vantent. Mais je dois faire quoi? Je dois juste m'asseoir, et puis ne pas parler, et m'excuser d'exister. Je ne sais pas ce que je parce que de toute façon, quoi que je fasse, je tort. Donc, sur la nationalité, moi, je pense que, par exemple, une des choses qu'ils disent dans le jugement, c'est que j'ai reconnu, moi, que je suis né de père ivoirien et de mère ivoirienne. Je suis désolé, ma mère était ivoirienne quand je suis né. Mon père était naturalisé ivoirien. Tous les Ivoiriens ont fait des recherches nationales. Le 6 novembre 62. Moi, je suis né le 29 juillet. Donc, le jugement est faux. C'est simple, clair et net. C'est faux. N'importe qui peut le vérifier. Non, il dit c'est la justice. Tout ce qu'il découvre. Bon, ils ont trouvé, mais ça va jusqu'à des niveaux. Je parlais à un journaliste qui lui dit non. Ils ont dit que tu n'étais pas français quand tu étais à Polytechnique parce que la France t'aurait fait faire le service militaire. Mais bon, malheureusement, tout ça c'est bien clair. Mon père voulait que je passe le concours à titre français. Je ne veux pas mentir sur mon père, père son âme, c'est moi qui ai dit non. Je lui ai dit, si je passe à titre français et que j'intègre, quand on va dire que je suis le premier Ivoirien qui est rentré, ils vont dire non, c'est terrible. Il y a des choses que je ne peux pas admettre, parce que ça touche à la mémoire de mon père, ça touche à beaucoup de choses.
Mon père, son rêve, c'était que je fasse l'ENA. Je fasse Polytechnique et l'ENA, comme Valéry Giscard d'Estaing. Il admirait beaucoup Giscard. Pour ça, il fallait que je sois français. Bon. Donc, et il m'en a voulu. Il n'était pas d'accord. J'ai dit non, non, non. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous passez des concours à cette époque-là en France, il y a ce qu'on appelle les points de 3,5. Quand vous êtes français et que vous passez le concours pour la première année, on vous donne des points d'avance. Parce que c'est tellement un des avantages de passer le concours pour la première fois. À Polytechnique, la moitié de chaque promotion passe le concours pour la première fois, c'est ce qu'on appelle les 3,5. L'autre moitié, c'est les 5,5. Donc, une personne sur deux, c'est très dur de rentrer au premier. Donc, on vous donne une compensation. Et mon père était parce que quand vous êtes étranger, ils disent qu'ils ne peuvent pas juger le niveau de votre bac. Donc, après, vous avez fait maths P, mais on ne vous donne pas les points de 3,5, les points de première année. Non, c'est pas peut-être vous êtes parti d'un niveau plus élevé. Donc, j'avais ce handicap. Et je me dis, bon, bah, tu vas voir, c'est pas grave, ça va aller. Je vais prendre le truc comme ça, et puis ça va passer. Donc, les histoires intéressantes. Et après, la Côte d'Ivoire m'a fait un papier disant qu'ils considèrent que j'avais rendu un service à la nation en faisant cette étude-là, et donc ils me dispensaient des obligations. Voilà comment je n'ai pas été pris, parce que l'armée française, en fait, venait me prendre, je ne sais pas. Mais on passe, mais ils rentrent vraiment. Je ne sais pas, peut-être on va faire toute ma vie, du 29 juillet 62 jusqu'à le 10 juin 2025, parce que vraiment, on me pose des questions, je dis, vraiment, on en est là. Tout ça, vous pouvez d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas épargné. Et c'est un problème qui vous concerne tous. C'est beaucoup. C'est incroyable. Pour une personne, on change tout. On a pris une loi disant qu'on peut être propriétaire foncier en Côte d'Ivoire, ça n'est pas évangile. Bon, donc, tous ceux, loi de 98, tous ceux-là qui ont épargné, qui ont acheté, qui ont construit des trucs, moi, vous êtes ouvrier. Vous êtes automatiquement devenu non-ivoirien, vous avez une nationalité. Je peux le citer parce que c'est un autre technicien, je ne sais pas de la information, on ne l'a pas cité. Il est devenu britannique quand il est né chez Goldman Sachs, d'après ce que je sais. Il a été secrétaire général de la présidence, il a été ministre du pétrole. Alors maintenant, moi pauvre, là, je dis tous les actes que j'ai fait au PDCI doivent être annulés. Mais les actes que le secrétaire général de la présidence a signés, tous les gens qui on dit oui, non, c'est la loi de son grand-père. Il n'avait qu'à changer. On va lui appliquer la loi de son grand-père. Normalement, elle n'était pas. J'ai failli dire moi, elle n'était pas. Parce qu'il n'a pas appliqué cette loi en 64. À qui que ce soit. Mais bien sûr, il ne l'a jamais appliqué. Point. 64. Maintenant, on dit, oui, mais il aurait dû savoir, il aurait dû savoir. Moi, je ne savais pas que cette loi. Je n'ai pas honte dans ma vie de dire je ne sais pas. Ma mère me disait toujours, je dis toujours ça, mais moi, ne fais jamais confiance à quelqu'un qui dit jamais je ne sais pas, parce que c'est un menteur. De toi, celui qui travaille avec toi, là, celui qui dit jamais je ne sais pas, là, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui sait tout. Donc moi je sais la vérité. Aussi bien quand je me suis présenté, que même aussi ceux qui ont fait mes papiers, moi j'ai fait des tests, j'ai demandé dans les salles, est-ce que quelqu'un connaissait l'article 48 de la loi de 61 ? Un diamant. Ils ont déterré ça de nulle part. Et maintenant, on veut imposer ça à tout le monde. Ça, c'est pas le droit. Pas avoir une loi, et puis dire, toi, ça t'applique à toi, toi, ça t'applique pas à toi, le principe d'égalité devant la loi, il est constitutionnel, il est incontournable. Bon, sans compter que, d'après l'exposé des motifs, maintenant, on peut lui dire, on ne peut pas perdre sa nationalité. Attendez, on ne peut pas perdre sa nationalité sans un acte constitutionnel. C'est un livre de la même personne qui a fait les déguerpissements. Il dit, 3 pages, 308, 39 par là, il explique, il dit qu'on me donne le décret qui fait perdre la nationalité à M. Alassane Ouattara. Et il explique ici qu'on ne peut pas perdre la nationalité sans décret. Mais moi j'ai perdu la nationalité sans décret. J'ai arrêté, l'avocat il est là, il va poursuivre. Tout ça pour dire que une des composantes essentielles du programme du PDCI, ce sera une réforme profonde de la justice. Une réforme profonde de la justice, c'est une réforme, c'est peut-être même la plus importante.
Voilà mon fils ici qui est là, le pauvre. Il vient de finir ses études de droit et je lui ai fait du lavage de cerveau jusqu'à ce qu'il ait. Je lui ai dit, moi, si j'étais à refaire, j'aurais fait du droit. Et ça, c'est la vérité. Parce que c'est un truc que les anglo-saxons m'ont vraiment converti à la primauté. J'ai fait toute ma carrière dans le monde anglo-saxon et la supériorité de leur modèle sur les autres, elle vient de la primauté du droit. Regardez le G7, les 7 premières économies du monde. États-Unis, Angleterre, Canada, Australie, ça fait 4 sur 7. Ils sont bâtis sur exactement le même modèle juridique. Primauté du droit, indépendance de la justice. Vous voyez le président Trump qui se débat face aux juges. Vous avez entendu dans des pays européens que le président a dit il veut faire telle chose et puis le juge a dit non. Mais dans les pays anglo-saxons, ça arrive tous les jours. L'indépendance, la séparation des pouvoirs. Là, c'est la vraie séparation des pouvoirs. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès. Et le Congrès, pour le renvoyer vraiment les pitchements du corps une majorité des deux tiers. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Et la Cour suprême, vous voyez le statut de la Cour suprême. Les plus grands juristes, le poste le plus prestigieux, disons là-bas à l'université, c'est d'être un clerc de la Cour suprême. C'est le sommet. Il y a une vénération totale pour la Cour suprême. Tout se règle finalement à la Cour suprême. Donc, moi j'ai travaillé avec le Sénégal. En disant, je cite le Sénégal, mais bon, en réalité, ils ont fait une réforme de la justice. C'est une des choses qui les a sauvés quand il y a eu les problèmes électoraux l'année dernière. Et j'ai passé du temps et celui même qui a fait cette réforme, avec nous, la réforme de l'École nationale de la magistrature. Et vraiment, moi, je ne critique pas nos juges. Vraiment, ça je fais très clair. C'est l'exécutif que je critique. Parce que nous savons, par nos sources, quand certaines réunions concernant mon cas ont lieu, à quelle date, avec qui autour de la table. Ils sont ça comme ça. Donc, on peut dire on n'y est pour rien, c'est la justice qui a fait. C'est pas sérieux. Il faut surtout rendre la justice indépendante. Ce qui franchement reste à faire en France. Ce qui est notre modèle. C'est vraiment. Il n'y a pas de démocratie si la justice n'est pas indépendante. Il y a un investisseur qui disait toujours moi, je n'investis que dans les pays où je peux faire un procès au fils du président et gagner. Si vous êtes un pays où je ne peux pas poursuivre le fils du président, je viens pas. Donc c'est vraiment important de s'assurer qu'on n'a plus ces problèmes d'instrumentalisation de la justice, que les juges aient un statut qui les protège et qu'ils puissent dire non. Parce que la nature humaine, c'est la nature humaine, mais ils puissent dire non sans risque pour leur vie. Sans risque pour leur vie. Donc, quand il y a une pression indue, ils s'exercent sur eux. Bon, je crois que j'ai presque. C'est bien, je n'avais pas regardé ma montre encore. On va essayer. Vous avez été très patient. Mais je vais juste dire un ou deux mots. Maintenant, peut-être sur l'international, parce qu'on prend beaucoup dans toute cette affaire de la France, de l'international et tout. Bon, premièrement, moi je crois que le destin d'un pays, il est d'abord l'affaire de ses citoyens. Bon, il y en a beaucoup qui disent, je ne sais pas si vous allez être bien d'accord, moi je vais bien expliquer. Je pense qu'un pays ne peut jamais accuser un autre pays d'être responsable de ses problèmes. Moi, quand j'étais au gouvernement, souvent les gens disaient, mais on n'a qu'à dire que c'est la Banque mondiale qui a demandé ça. Et je disais non, parce que soit quelque chose est bon pour la Côte d'Ivoire, soit quelque chose est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Si c'est bon pour la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir l'assumer. Comme je fais parfois en vous expliquant je laisse le comprendre. Mais si c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire, on doit se battre avec l'énergie du désespoir pour que ça ne se fasse pas. Mais allez dire aux Ivoiriens, ça c'est mauvais pour vous, mais c'est la faute de la Banque mondiale. C'est une faillite de la part des dirigeants. Okay? Donc, je n'aime pas. Quand les gens disent oui, c'est la France, c'est pas la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique sont. Non, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a
trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement, c'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui me tente de capitaliser dans le monde, c'est faux. Il n'y a pas de complot. Il y a des gens et des pays qui veulent faire avancer leur propre intérêt. Je peux vous dire, ils sont aussi vicieux avec l'Inde, ou la Birmanie, ou le Laos, qu'avec le Togo ou le Tchad. Ils sont indifférents dans leur greed, avidité. Il n'y a pas de complot particulier. Comme on dit, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Vous êtes là, vous avez votre déjeuner, votre petit déjeuner. Si quelqu'un vient hier, regarde en haut, il lève la tête, il prend, il mange, c'est la faute de qui? Moi, quand j'étais petit, mes frères n'ont pas aimé ça. J'étais souvent fâché parce que je dis, je ne comprends pas. Chaque fois que mes frères là, ils viennent, on joue à pile ou face, je paye. Je dis, mais toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, pile je gagne, face tu payes. Ah, mais je me bête. Pile ou face, pile je gagne, face tu payes. Et puis tu joues. Depuis ce jour-là, ils ont commencé à faire aussi à pile ou face. C'est ça, quelquefois on joue à pile je gagne, face tu payes. C'est un pays de défendre ses intérêts. Un pays ne peut pas se plaindre du fait que d'autres profitent de sa paresse, de sa faiblesse, de sa division. Il faut arrêter d'accuser les autres pour des problèmes qui nous sont propres. La souveraineté, c'est un mot creux, si vous n'en avez pas les moyens. Vous savez, c'était Pierre Laval qui était allé voir Staline, dans la collaboration. La semaine mondiale, il allait voir Staline et puis il parlait du pape. Et Staline a dit, ben oui, d'accord. Le pape, c'est combien de divisions? On a combien de divisions votre pape? Moi, il me faut 40 divisions pour battre. Donc, tout ça pour dire un peu sérieusement que vraiment, il y a trop de focalisation sur ce que va faire le reste du monde. On veut la liberté, ils ont dit, mais tiens, on n'a qu'à parler à Macron et puis on va être libre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt à défendre les Anglais, quand vous dites des jeunes, il faut les défendre. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir manger comme des petits choses. Voilà. Mais pour ça aussi, je suis désolé, mais il faut venir le monde. Ah. Vous savez, quand les gens vous respectent, ils font des bonnes affaires. Celui qui ne vous respecte pas, il vient vous proposer que des deals de mauvaise qualité. Vous savez, de toute façon, vous allez accepter. Il va réserver ces bons deals là pour le Vietnam ou pour d'autres pays. Il faut être exigeant. Il faut être exigeant, il faut être ambitieux, il faut être exigeant. Moi, si un jour, quand je dis c'est une question de dignité, c'est une question de dignité, je n'accepte pas de compromis sur la dignité. Parce qu'une fois que quelqu'un ne vous respecte pas, vous êtes cuit. Merci. Voilà. Donc, le respect, il commence par le respect de soi-même. Quand ils me disent quoi? Tu as vu? Voilà pourquoi chez vous, là, c'est comme ça. Parce que c'est mauvais pour notre image, c'est vraiment mauvais pour notre image. Que eux aient cru voir. J'ai été président de l'association des compagnies d'assurance de toute la Grande-Bretagne. C'est le 3e secteur économique de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Qui m'est jugé digne de jouer ce genre de fonction et que je viens chez moi, non seulement on ne veut pas de moi, mais on me dit que
que je ne suis même pas ivoirien. Mais ça dépasse mon moment. Je ne savais pas comment expliquer ça aux gens. Mes amis, je ne sais pas comment le expliquer. Comment face à l'international, à l'étranger, c'est à nous de définir quel est notre intérêt et ensuite de se donner les moyens pour défendre notre intérêt. Et si on ne le fait pas, nous sommes les seuls à blâmer. L'araignée ne traverse pas le mur de la casse qui n'est pas fondue. C'est à nous, s'il y a des brèches, il faut les colmater et être solidaires et défendre nos intérêts. Et élire de bons dirigeants. Donc, pour finir, quand j'ai découvert oui, il y a aussi une question d'éducation en absence. Moi, je prends en Côte d'Ivoire. Bon, alors, on nous a dit que je n'étais pas ivoirien. Ensuite, on nous a dit que j'étais ivoirien. Indubitablement, c'est le mot qui a été utilisé. Bon, donc, mon avocat et moi, ça demande un certificat de nationalité. On attend toujours. Alors, dans la vie, la confiance, c'est un bien très volatile. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Donc, me demander de faire confiance à des autorités qui aujourd'hui, je suis ivoirien, mais quand on leur demande de faire, ils ne le donnent pas. Quand je suis menacé par le membre du gouvernement, que mes papiers vont être retirés. Quand je suis menacé, que l'on va trouver quelque chose de faux, et ça, je me fous. Quand on dit que oui, j'étais au CNT, vous ne l'avez pas, on va m'interroger. Vous comprendrez que j'observe certaines prudence. Voilà. Comme le Baoulé dit, la prudence n'est pas la feuille. Ceux qui comprennent. Donc, on va continuer la lutte. Dieu merci, il y a la technologie moderne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire taire quelqu'un. Je parle ici, on m'entend avec eux. Donc, c'est pas. Il y a des circonstances comme ça. Il ne faut pas se laisser décourager par ça. Ok? On me dit les militants, il ne faut pas se décourager. Merci. Voilà. Donc, vraiment, merci pour votre patience. Je voulais vous parler un peu longuement ce soir. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de sujets, j'ai couvert beaucoup de terrain. Mais c'est important que, en tout cas, je vous dise comment moi je regarde ces problèmes-là. Que j'ai la conviction que la Côte d'Ivoire est un pays fantastique. Les Ivoiriens sont un peuple fantastique. On peut tout accomplir, mais encore faut-il qu'on soit bien dirigé. J'étais à Boaké pour Mali, Côte d'Ivoire, pendant la CAN. Tout le monde m'a dit de ne pas aller. Mais moi, je suis un supporter. Donc, mais l'équipe de Côte d'Ivoire, plus sérieusement, a montré l'importance du leadership. Avec la même équipe. On a parlé de 4-0 au Stade de Boigny jusqu'à la finale. Avec quelques binationaux d'ailleurs. Si on prie dans leur contradiction, ils ne veulent pas de moi, mais ils veulent garder la coupe. Ils veulent prendre la coupe. Non, c'est juste lui qu'on ne veut pas. Donc, plus sérieusement, tout ça pour dire que le leadership, c'est important. C'est important. Il faut vraiment expliquer à nos compatriotes que tous ceux qui disent moi la politique ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, ils se trompent. Parce que la politique est dans tout. Et quand la politique ne marche pas, rien ne peut marcher. Donc vraiment ma seule ambition c'est pour ça que je me suis lancé. Je vous assure, je l'ai dit, contrairement à certains, je ne suis pas né en me disant il faut que je sois président. Et si les choses marchaient comme je le souhaite, vraiment, je suis en train de profiter de ma retraite tranquillement. Mais je veux dire, si la Côte d'Ivoire était
dirigée, je pense, comme elle mérite de l'être. Comme elle doit l'être. Je ne me serais pas lancé dans tout ça. Okay. Exactement. Exactement. Avec l'aide de Dieu. Et avec votre aide. On va tous faire ça ensemble. Quand j'ai dit tous ensemble, ce n'est pas tout de suite convenu. J'ai aussi. J'essaie d'arrêter. Maintenant, vous faites des interventions intéressantes. Donc, j'ai quand même vécu longtemps en Occident. Hein. Et je dis, vraiment, 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 les yeux dans les yeux, je peux regarder pour dire qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est même pas une question à discuter. Ils ne sont pas vraiment non plus travailleurs. Mais Dieu qu'ils sont plus unis. Et ils savent faire taire. Ouais, moi j'ai été membre du comité exécutif de très grands groupes. Je peux vous dire, on ne s'aimait pas du tout. On était en compétition. Terrible. Pour le même job. Mais quand il fallait faire quelque chose pour la boîte, tout le monde était. C'est ça. C'est tout. Toute la supériorité, elle est là. Pouvoir faire abstraction des considérations personnelles pour un objectif commun. Et quand on fait l'union discipline travail, c'était vraiment une très belle devise. Et cette union-là, regardez comment on doit travailler dur, même comme ça dans les groupes PDC, pour maintenir cette union. Et ensuite, l'union fait la force. Merci. Et ensuite, au niveau du pays. C'est ça qu'il faut vraiment qu'on fasse rentrer dans la tête des gens. Et que si on arrive à se comporter comme ça, subitement, on va avoir les mêmes résultats que c'est mon rêve. Si je peux contribuer à nous faire avancer vers ce rêve-là, je serai très heureux. Et je pourrais prendre ma retraite. Ma retraite après 2 mandats. Merci pour vraiment la chaleur de votre accueil, l'écoute, l'attention que vous m'avez accordée ce soir. Ça me touche beaucoup, ça m'encourage dans le combat que nous menons.
Alors, on m'a dit de divers endroits, oui, mais il faut commenter sur la radiation. Je pense que vous m'avez compris. Je pense que j'ai suffisamment dit pour que vous compreniez. Je parlais de la justice. Je pense que ce qui s'est passé, c'est clairement une injustice. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la seule manière de lutter contre l'injustice, c'est il faut la combattre. J'ai aussi un message de non-violence et de l'égalité. Donc on va continuer à combattre l'injustice de façon légale. Voilà. Mais j'ai aussi dit qu'on ne peut pas blâmer les autres pour les problèmes qu'on a. Donc c'est à nous de refuser cette injustice et de montrer notre détermination. Souvent dans l'histoire, rien n'est inévitable. Rien n'est inévitable. Les peuples ont mené des combats plus durs que celui qu'on a à mener là et l'ont gagné. Je peux vous assurer qu'en 1947, quand mon père est arrivé ici, il a remonté au peu Bagny, on parlait d'indépendance, ça aurait paru un rêve inatteignable. Et ils sont arrivés, les colons sont partis. D'accord? Donc, on peut gagner des combats, il ne faut pas se décourager. L'injustice existe. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé et la victoire sera au bout. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je salue la délégation du GPS. Je vous rappelle que samedi 21 juin prochain, il y a une grande marche, un grand rassemblement à Paris, à partir de 13h et jusqu'à 19h, de la Bastille à la place de la République. Alors, je n'aime pas perdre. Ça m'énerve parce qu'il y a beaucoup de nos frères africains, je les aime beaucoup. Hein. Mais les Camerounais, ils me disent oui, tu as vu la manifestation, les Camerounais, tout là. Donc, il faut, pardon, il faut faire, parce que c'est comme la cave. Voilà, ils disent les Ivoiriens, c'est des bourgeois, blablabla. Les Camerounais sont sortis en masse. Il faut que nous, les Ivoiriens, on sorte en masse. Je vous demande, s'il vous plaît. Comme ça, après, c'est moi qui pourrais vous avez bien dit. Voilà, merci beaucoup. Donc on va samedi 21, commencer à vous préparer de poser